Salut à tous! Oui, il vient juste d'être annoncé, je l'ai avec moi aujourd'hui pour vous tourner cette vidéo. Le Sony A7S III est enfin officialisé. C'est clairement le boîtier le plus attendu de ces dernières années, puisque c'est le successeur de l'A7S II, un boîtier mythique qui a vraiment été un game changer au moment de sa sortie il y a plus de 5 ans, mais qui avait vraiment besoin de se remettre à jour. Donc ça y est, il est là, cet Alpha 7S III, avec Sony a pas le droit à l'erreur tellement il est attendu, et qu'en face, les concurrents ont sorti des trucs très sérieux, je vous donnerai mon point de vue là-dessus en fin de vidéo, mais avant ça, je vais vous expliquer en détail tout ce qu'il y a de nouveau sur ce boîtier pensé pour les vidéastes. 4200 €, c'est le prix de lancement. Les précommandes sont déjà ouvertes et comme d'habitude, au début il y en aura très peu. Donc si vraiment vous êtes chaud et que vous voulez le vôtre le plus rapidement possible, images, photos, chez qui moi je m'équipe souvent, en a plusieurs. Donc si vous êtes sur Lyon, passez en magasin. Sinon vous pouvez le commander avec le lien en description de vidéo. Et le code Steven vous permet d'avoir les frais de port offerts en plus de l'extension de garantie de 5 ans. Bon plan. Sur cet A7S III, pour conserver les incroyables performances en basse lumière qui ont fait la réputation de la gamme S, on a toujours un capteur de 12 millions de pixels. Donc c'est un secret pour personne, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire de la photo, où on va préférer des capteurs de 24, 45 millions de pixels par exemple, et c'est également trop peu pour être capable de filmer en 6K et encore moins en 8K. C'était pas du tout l'objectif de Sony sur ce boîtier-là. On sera limité à de la 4K, mais de la 4K plutôt bien maîtrisée, vous allez voir. Si peu de mégapixels sur un capteur plein format, ça signifie que les photosites sont bien plus gros que ce que font tous les concurrents, et que combiné à la nouvelle technologie d'éclairage de ce nouveau capteur utilisé par Sony, cet A7S III est le nouveau champion de la basse lumière. Il est monstrueux. Je vous montre un exemple vraiment extrême pour que vous vous rendiez bien compte. Il fait nuit noire. Pas de lune du tout, aucun éclairage public visible dans mon champ de vision, et je vais monter en ISO. L'A7S III voit littéralement plus de choses que l'œil humain. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est à peu près ce que je vois moi. Je distingue quasiment rien dans cette nuit noire. Là, vous voyez qu'on commence à apercevoir des détails, j'ai dépassé les 20 000 ISO, mais le boîtier peut monter jusqu'à 409 600 ISO. C'est énorme, et bien évidemment, on filmera jamais à une valeur aussi haute, mais ça permet tout de même de monter très haut dans les ISO sans trop bruiter, et si vraiment on abuse, on pourra tout de même sauver des images en post-production en appliquant un denoiser. Là, c'était un exemple extrême juste pour l'exemple, mais dans la réalité, j'ai des plans filmés à 20-30 000 ISO qui sont parfaitement exploitables. C'est génial. Pour la stabilisation, c'est sur 5 axes. Sony a l'habitude de stabiliser des capteurs plein format depuis des années et c'est encore amélioré sur cet A7S III. Absolument toutes les images que je vous montre tournées avec ce boîtier ont été filmées à la main. Il y a de la longue focale, les optiques la moitié du temps ne sont pas stabilisées, et vous voyez que tant que l'on ne fait pas des mouvements brusques ou que l'on ne s'amuse pas à courir avec le boîtier, c'est très bien. Si on veut quelque chose d'encore plus stable, on peut profiter de la double stabilisation capteur plus optique, mais Sony propose également une stabilisation logicielle que l'on peut activer ou non. Elle croppe légèrement dans l'image, forcément, mais ça peut être utile dans certaines situations. Dans cet exemple, j'utilise exactement la même optique sur les deux boîtiers. Elle n'est pas stabilisée, donc forcément, ça tremblote un petit peu dans tous les sens lorsque je marche caméra à la main avec l'A7 III à gauche, qui ne bénéficie pas de cette nouvelle stabilisation électronique qui est activée sur mon A7S III à droite.
De cette manière, je peux très bien, caméra à la main, suivre quelqu'un qui marche. C'est bien géré, même dans les coins ça ne tremblote pas, ce que n'a pas forcément réussi à faire Canon. Donc super ces améliorations pour la stabilisation. Si vous êtes vraiment dans une situation run and gun, bah vous avez plus forcément besoin de vous encombrer d'un gimbal, même si, attention, bien évidemment, ça en remplacera jamais totalement un. Si vous avez besoin de faire des grandes lignes par exemple, oui, un stabilisateur ce sera toujours indispensable, mais c'est plutôt intéressant ce qu'a fait Sony pour ceux qui veulent vraiment voyager léger. Pour accompagner ce nouveau capteur, nouveau processeur également, puisque Sony utilise son nouveau Bion Z XR, bien plus puissant que tout ce que l'on a connu dans les boîtiers alpha jusqu'à aujourd'hui, et qui va notamment permettre de réduire le rolling shutter. Je vous montre un comparatif avec la 7S2, Sony annonce qu'il est réduit d'environ 3 fois sur la 7S3. Donc oui, on n'a pas 40 et quelques millions de pixels sur ce capteur, mais ceux qui font ça sont assez mauvais en basse luminosité, et le rolling shutter dessus peut vite devenir un problème là où Sony sera bien meilleur. Et l'utilisation de ce nouveau processeur dernière génération va également permettre l'arrivée de nouveaux modes de prise de vue en 4K, ce qu'on attendait tous, on va pas se mentir. Bien évidemment, on a toujours la 4K à 25 images par seconde, nettement amélioré par rapport à ce que l'on avait sur les précédents boîtiers alpha, je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais les vraies nouveautés, c'est l'apparition de la 4K à 50 images par seconde, ce qui permet de faire des ralentis x2 en post-production, et la 4K à 100 images par seconde, qui permet cette fois de ralentir jusqu'à 4 fois nos images. C'est magnifique, c'est tout ce qu'on voulait. Cette flexibilité au montage tout en restant en 4K, c'est excellent. Et d'ailleurs, la quasi-totalité des images que je vais vous montrer ont été tournées en 50 ou 100 fps, et la qualité est excellente. Pourtant, les conditions lumineuses étaient parfois loin d'être idéales, mais je trouve le résultat vraiment très propre. Voilà, je vous remontrerai bien évidemment d'autres images tournées avec cet A7S III, mais si vous voulez en voir plus, monter, étalonner avec de la musique, tout ça, mon pote Jérémy a fait une belle vidéo de cet A7S III, de tout ce qu'il est capable de faire. Je vous la mets juste en dessous en description de vidéo, et pareil, Guillaume en a aussi parlé sur sa chaîne YouTube, donc si vous voulez aller voir son avis, n'hésitez pas. Bien évidemment, c'est pas le boîtier qui fait tout. Les optiques et le talent comptent beaucoup, mais c'est génial d'avoir toutes ces possibilités créatives avec toutes ces nouvelles cadences d'image en 4K. Petite précision quand même, je parle de 4K depuis tout à l'heure, mais c'est bien de la 4K Ultra HD, donc du 3840 par 2160. Canon sur certains de ses boîtiers va faire de la vraie 4K DCI, donc du 4096. Bon, il n'y en a pas vraiment un des deux qui est plus avantageux que l'autre, ça dépend énormément du format dans lequel on va diffuser. Bah, si c'est pour du 16/9, moi je trouve que la 4K Ultra HD est par exemple plus pratique. Ensuite, sachez que les modes à très haute fréquence d'image vont cropper très légèrement sur le capteur. Mais pour les 30 et 60 images par seconde, non. On profite de toute la largeur du capteur. Donc dans l'ensemble, vraiment, c'est super ce que nous a fait Sony. Et puis, l'avantage d'utiliser un capteur 12 millions de pixels, c'est que c'est pile poil ce qu'il faut pour faire de la 4K. Et que Sony n'a pas besoin de faire ce que l'on appelle du pixel binding, ce que font toutes les caméras qui font 20, 24, 40 et quelques mégapixels, et qui sont obligés pour faire de la 4K, et en vous le résumant grossièrement, de combiner plusieurs pixels en un seul. C'est ça qui crée notamment les problèmes d'aliasing. En vidéo, c'est moche, et la 7S III va s'en sortir bien mieux que tous les autres qui utilisent des capteurs à plus haute résolution. C'est toujours possible de plus ou moins s'en débarrasser en post-production, mais si on peut s'éviter cette étape supplémentaire, c'est toujours ça de prix. Pour les profils d'image, Sony continue de proposer du HLG et du logarithmique, avec les S-Log2 et S-Log3, en plus des classiques profils ciné 1, 2, 3 et 4. Mais excellente nouvelle, cet A7S III est enfin capable d'enregistrer des couleurs en 4:2:2 10 bits en interne, et ça dans tous les modes d'enregistrement vidéo. Pour ceux qui voient pas trop ce que ça représente, petite explication vraiment toute simple, 8 bits c'est un petit peu plus de 16 millions de couleurs, 10 bits c'est plus d'1 milliard, avec donc logiquement des dégradés beaucoup plus doux dans les différentes nuances. Donc en plus de permettre plus de latitude en post-production parce que les nuances de couleurs sont plus nombreuses, ça permet également de travailler enfin correctement le S-Log3 qui jusqu'à maintenant était un enfer en post-production parce que les boîtiers étaient tous limités à du 8 bits. Du coup, personne l'utilisait. Excellent donc, puisque c'est le profil avec lequel on tire un maximum de la dynamique du capteur,
donc sa capacité à capturer un maximum d'informations à la fois dans les hautes et les basses lumières. Sony annonce 15 stops de dynamique, ce qui est énorme, et qui malheureusement n'est pas encore finalisé sur ce boîtier de pré-production que j'utilise ici, donc il faudra vérifier tout ça, même si elle est déjà très bonne cette dynamique, et grâce à l'utilisation des nouveaux codecs, le S-Log 3 est vraiment agréable à travailler en post-production. Le seul petit regret que j'ai, c'est que j'aurais adoré avoir le profil S-Cinetones de la FX9, qui est juste magnifique, et qui a pas grand chose à envier à la légendaire Color Science de Canon. Là, Sony s'est contenté d'améliorer le mode couleur S-Gamut 3 pour se débarrasser un petit peu mieux de la teinte verdâtre qu'on a toujours eu sur les boîtiers Sony. Donc c'est pas mal. Avant qu'on continue, pour ceux qui s'intéressent vraiment aux chiffres, je vous affiche un tableau récapitulatif où vous voyez que le bitrate notamment est bien plus élevé que le 100 mégabits par seconde auquel nous limitait jusqu'à présent Sony sur la gamme Alpha. Donc encore une belle amélioration, grâce notamment à l'utilisation du codec H265, qui va permettre d'avoir des fichiers plus riches en informations, tout en minimisant au maximum la taille des fichiers. Par contre, attention, s'il est bel et bien possible d'enregistrer du 100 images par seconde sur une carte SD, si on veut vraiment la meilleure qualité dans cette cadence d'image-là, on sera obligé d'utiliser une carte CF Express. Du coup, c'est logique, vous vous en doutez, nouveau port de carte sur cet A7S III, on aura de la carte SD et le nouveau format CF Express. J'ai plus trop les prix en tête, mais pour du 160 Go par exemple, on est autour des 400 € la carte CF Express. Donc encore une fois, attention, c'est bien beau de s'acheter un nouveau boîtier, mais il faut aussi avoir les moyens du workflow qui va tout autour. Gardez bien ça en tête. Autre point qui avait été beaucoup demandé, l'ergonomie a été revue. Les boutons sont plus nombreux, plus gros et mieux placés, et même le boîtier est plus confortable à prendre en main. Pour moi, Canon et Nikon restent tout de même les meilleurs dans ce domaine-là, mais Sony a choisi un bon compromis entre la taille et le poids. Donc c'est bien, on a un boîtier qui est vraiment pas énorme, il est pas lourd du tout, et pour moi par exemple qui utilise très souvent le Ronin SC comme stabilisateur, eh bien je vais pouvoir le monter dessus sans problème, même en ayant une plutôt bonne optique. Je suis aussi très content qu'ils aient mis un vrai port HDMI grande taille, et pas du micro ou du mini HDMI. Moi qui branche très souvent un écran externe, c'est quelque chose qui m'a toujours cassé les pieds sur les autres boîtiers. La connectique bien plus petite était vraiment fragile et moi j'avais dû faire en sorte de sécuriser tout ça. Donc là, c'est parfait et c'est du HDMI 2.1, donc on pourra si on le souhaite sortir du RAW et enregistrer avec un Atomos en externe. Ce sera du ProRes RAW 16 bits, limité en 60 images par seconde en 4K. Et petit détail, lorsqu'on utilise un écran externe, l'écran du boîtier ne devient plus noir comme avant, ce qui est pratique dans certains cas, par exemple pour faire le focus avec le touch. J'apprécie aussi que Sony ait bougé le bouton d'enregistrement pour le placer au-dessus plutôt qu'au dos. Moi je trouve ça plus pratique comme ça. La définition du viewfinder est encore augmentée, on est enfin au-delà de la HD. Et pour finir, vous l'avez vu, Sony a enfin mis un écran réversible. C'est la première fois sur la gamme Alpha et ça permet de filmer dans toutes les positions, bien pratique lorsqu'on est tout seul. En plus de ça, le tactile n'est plus limité au touch focus, mais on peut naviguer dans les menus de cette manière. Ça aussi, il était temps. Et pour ceux qui n'aimaient pas trop les menus Sony, c'est-à-dire à peu près tout le monde, eh bah bonne nouvelle, ils les ont enfin repensés. On a de la couleur, c'est un petit peu mieux organisé, mais on a toujours énormément de menus et de sous-menus. Alors si tout est personnalisable, et ça pour le coup c'est bien, ça reste des menus très chargés. Alors oui, on s'y repère un petit peu mieux qu'avant, mais je continue quand même de trouver que ceux de Canon et Panasonic sont plus intuitifs. Là c'est pas parfait, mais c'est moins pire qu'avant on va dire. Après, moi, c'est ce que je vous ai toujours dit avec les menus Sony, j'ai jamais besoin d'y aller, puisque je place tous mes raccourcis sur tous les boutons programmables qui sont quand même nombreux, on peut absolument tout programmer comme on le souhaite, et pour ce que je n'aurais pas pu mettre là, j'ai le menu fonction dans lequel j'ai tous mes autres outils auxquels j'ai souvent besoin d'accéder. Donc bon, ce nouveau design, il est cool, il fera plaisir aux nouveaux qui débutent sur la gamme Alpha, moi ça va pas trop me changer la vie, j'apprécie surtout qu'on puisse enfin retourner l'écran. Ça, c'est génial. L'ancien système d'écran était plutôt apprécié des photographes, mais pour moi et beaucoup d'autres qui faisons essentiellement de la vidéo, dans plein de situations c'était pas pratique, on avait besoin de retourner l'écran, donc là, sur la A7S III, génial. Parlons un petit peu de l'autofocus maintenant.
Loin d'être bon sur l'A7S II, il avait ensuite bien évolué sur les A7 III, A7R III, puis A7R IV, qui lui profitait de l'autofocus sur l'œil en vidéo, donc Sony nous a logiquement mis tout ça dans cette A7S III. C'est pas la première fois que je teste ça chez Sony. Ça fonctionne hyper bien, et lorsque l'on se filme seul, ça permet d'être certain que le point sera parfait, sans avoir quelqu'un d'autre derrière la caméra pour ça. Par exemple, sur une assez longue focale, je peux tout de même être à pleine ouverture. Ça c'est génial, par exemple pour de l'interview, où la personne face caméra forcément se déplace toujours un petit peu comme ça, généralement inconsciemment, d'avant en arrière. Et pour assurer le coup, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on ferme un petit peu notre optique, de manière à avoir notre profondeur de champ un petit peu plus large, et s'assurer que lorsque la personne bouge un petit peu, elle soit toujours parfaitement nette. Là, on va pouvoir ne plus avoir ce problème-là, être à pleine ouverture sur une longue focale avec le focus sur l'œil constamment, peu importe les mouvements que l'on fait face caméra. Donc super, excellent autofocus qui très sincèrement a pas grand-chose à envier à celui de Canon et son dual pixel, qui est considéré comme la référence en la matière. 92% du capteur est couvert par l'autofocus, on peut aussi traquer le déplacement d'un sujet, et ça fonctionne avec le touch. On peut l'utiliser en 25, 50 et 100 images par seconde, donc dans les cas où on a un sujet qui se déplace très rapidement et qu'un focus manuel serait impossible, l'autofocus est bien pratique. Donc très bien tout ça, sauf qu'on le sait, autant de puissance demandée dans un boîtier aussi petit, très souvent on se retrouve avec des problèmes de chauffe. C'est pas pour rien que Panasonic a mis un ventilateur sur le S1H, et que les limitations d'enregistrement sur les nouveaux boîtiers Canon font clairement pas que des heureux. Ça a été un gros challenge pour Sony, et clairement un des points qui a fait qu'ils ont préféré rester sur un capteur de 12 millions de pixels, plutôt que de jouer à qui est la plus grosse et de proposer de la 6 ou de la 8K, parce que clairement ils savent le faire. Là, avec un format légèrement plus gros que les précédents alpha, visiblement, Sony a très bien géré la dissipation de la chaleur sur son A7S III. Par exemple, lorsque l'on est en 4K, on n'a pas de limite de temps d'enregistrement. La seule limite, ce sera votre stockage. Super donc, ça fait déjà plusieurs boîtiers que Sony ne restreint plus du tout le temps d'enregistrement. Donc là qu'ils le fassent sur un plein format, c'est super pour tous ceux qui ont besoin d'enregistrer très longuement en interne, et sans non plus craindre pour la chauffe. Par exemple, ceux qui vont faire de l'interview, du mariage dans certaines conditions, ou même un face caméra comme je suis en train de le faire en ce moment. Immédiatement après ce premier test, je suis passé en 50 images par seconde, toujours en 4K, où j'ai pu enregistrer pendant largement plus d'1 heure. Aucune alerte de chauffe n'est venue me déranger, alors que pourtant j'ai enregistré juste après les 2 heures précédentes en continu, sans prendre la peine de faire refroidir le boîtier entre les deux prises. Pendant nos tests avec le boîtier, on a filmé pendant plusieurs jours du matin au soir sans aucun problème. Donc parfait, aucune limitation que ce soit de temps ou de chauffe lorsqu'on est en 50 images par seconde, et ce qui vous lâchera en premier, ce sera soit votre stockage, soit votre batterie. Donc je sais pas trop quel exemple je vous afficherai au montage, mais en tout cas, c'est les résultats que j'ai obtenus là, à Lyon, en plein mois de juillet, sous 35 degrés sur mon balcon. Donc franchement, c'est pas mal du tout, et ça intéressera ceux qui ont besoin d'enregistrer longuement à 60 images par seconde, ce que ne font pas forcément les concurrents, en tout cas en interne, et sans avoir une surchauffe qui survient trop rapidement. Pour vous donner une idée plus précise, j'ai pris les boîtiers mirrorless du moment, eux aussi capables de filmer en 4K à 50 images par seconde. Vous voyez que seul le S1H de Panasonic fait aussi bien que l'A7S III, et je vous l'ai dit tout à l'heure, le S1H il est énorme, c'est une vraie brique avec un ventilateur à l'intérieur. Donc franchement, c'est impressionnant ce qu'a réussi à faire Sony. Enfin, en 4K 100 images par seconde, et toujours sans faire refroidir le boîtier entre les prises de vue, pas non plus de problème de chauffe. Comme pour les tests que je viens de vous montrer, j'ai aussi choisi d'enregistrer dans la meilleure qualité avec le plus haut bitrate, donc j'ai rempli ma carte CF Express de 128 Go assez rapidement. C'est des images qui prennent énormément de place, et en baissant la qualité, j'aurais pu enregistrer bien plus longuement, même si ça aurait pas eu un grand intérêt. En slow motion, on filme de très courtes séquences. Moi ça me va très bien, et je pense que ce sera le cas de tout le monde. De toute façon, si on filme plus de 2 minutes en 120 images par seconde, peut-être qu'il faut revoir sa manière de travailler avant d'accuser le matériel. Sony s'est bien débrouillé pour qu'il faille vraiment faire son forceur pour en atteindre les limites. Les batteries, elles, ce sont exactement les mêmes que la dernière génération d'Alpha,
c'est les batteries Z que j'ai toujours trouvées excellentes. L'autonomie, c'était le gros défaut de l'A7S II qui utilisait des batteries qui, à la base, avaient été pensées pour des boîtiers APS-C. Donc bah forcément, sur du plein format, c'était catastrophique. Là, on a enfin un A7S qui a une bonne autonomie et ça fait plaisir. Sachant que l'on peut se servir du port USB-C pour l'alimenter sur secteur ou alors le recharger avec une batterie externe. Donc voilà pour tout ce que je pouvais vous dire sur cet A7S III. J'ai eu le boîtier seulement quelques jours pendant lesquels j'ai dû tester, écrire, tourner, monter ce que vous voyez là. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler au final. J'aurais aimé passer plus de temps avec ce boîtier parce qu'il est franchement intéressant. Mais déjà, avoir corrigé plein de points que l'on reprochait à la gamme actuelle, avoir pu proposer de la 4K 25, 50 et 100 images par seconde en 4:2 10 bits sur plein format, sans crop et en gardant un format super compact avec une prise en main légèrement améliorée, tout ça sans que l'on ne soit limité par la chauffe, c'est plutôt bien joué et il est très complet cet A7S III. Ceux qui sont pas franchement emballés par les limitations liées à la surchauffe sur le nouveau Canon R5 vont très certainement apprécier ce qu'a fait Sony ici. Globalement, le boîtier est vraiment réussi. Alors évidemment, il va falloir le tester sur la durée, mais là, à première vue, sur le modèle de pré-production que j'ai ici, j'ai pas relevé de points qui seraient vraiment rédhibitoires à l'achat, un espèce de vice caché comme peut l'être par exemple une surchauffe. Non, ce qu'il fait, il le fait très bien. On aurait peut-être pu lui en demander un peu plus, c'est ça les reproches que les gens vont peut-être lui faire. Moi par exemple, malgré les avantages que je vous ai expliqués, j'aurais aimé que Sony fasse un autre choix pour le capteur. 12 millions de pixels, ça permet certes des performances de dingue en basse lumière, mais les fois où on en a réellement besoin sont pas si nombreuses que ça. J'aurais beaucoup aimé avoir un capteur de 20-24 millions de pixels, le boîtier aurait tout de même été très bon en basse lumière, Sony nous l'a déjà prouvé, ils savent le faire, et ça aurait permis d'avoir un boîtier qui soit à la fois excellent en photo et en vidéo. Moi, cette polyvalence, je trouve ça très important, j'ai pas envie d'apporter deux boîtiers avec moi pour faire de la photo avec un très bon boîtier et de la vidéo avec un autre très bon boîtier. Un qui fait les deux, ce serait parfait. Mais surtout, avoir plus de mégapixels, je vais reprendre mon exemple de 24, ça permettrait, comme Sony le fait sur certains autres boîtiers alpha, de filmer en 6K et faire ce que l'on appelle de l'oversampling. Oui, il faut gérer l'aliasing, mais ça permet d'avoir une 4K encore plus détaillée. Et puis ça permettrait une autre fonction que j'adore sur certains boîtiers alpha, c'est la possibilité de filmer en full frame, mais aussi de passer en mode APS-C tout en restant en 4K. En vidéo, c'est génial puisqu'on a le choix, on peut soit utiliser tout le capteur, soit passer en mode APS-C, et donc avoir une équivalence focale plus longue, tout en gardant la même optique et une 4K d'excellente qualité. Moi, j'ai configuré un bouton exprès pour ça sur mon A7R III, et je l'utilise très souvent. Ça me manquerait de ne plus l'avoir. C'est vraiment la seule chose que je peux lui reprocher, tout le reste est vraiment excellent et je comprends que stratégiquement Sony ait fait ce choix-là. Ils ont d'autres caméras qu'ils doivent vendre. Donc voilà pour mon ressenti sur cet Alpha 7S III après avoir passé plusieurs jours avec. Comme chaque boîtier, évidemment, tout n'est pas parfait, mais c'est du très sérieux ce que nous a fait Sony. Ça valait le coup d'attendre aussi longtemps pour qu'il sorte. C'est quand même une belle réussite. Il sortira officiellement en septembre pour 4 000 €. Donc comme je vous le disais, on attendra ce moment-là pour le comparer à ce qui existe sur le marché plus ou moins au même prix. Ceux qui ont besoin de 6K ou de 8K iront voir ailleurs. Mais ceux qui n'ont pas ce type de besoin et qui n'ont pas non plus les équipements pour traiter ces gros fichiers en post-production seront sans doute ravis de ce que fait cet A7S III qui coche quand même beaucoup de cases dont on a besoin pour faire de la bonne vidéo aujourd'hui. En plus de ça, c'est un boîtier fiable, je peux vraiment compter dessus. Je vais pas revenir sur les problèmes qu'ont les concurrents, mais avec cet A7S III, j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Sony a aussi le gros avantage d'avoir un parc optique hyper diversifié pour ses boîtiers plein format, avec des constructeurs tierces qui ont proposé des optiques de plutôt bonne qualité pour des rapports qualité-prix très intéressants, ce que n'ont pas encore Canon et Panasonic. Donc c'est aussi à prendre en compte avant de faire son choix. Il n'y a jamais un boîtier qui correspond à 100% des vidéastes, on a tous des besoins différents. Moi je vais y réfléchir. Vous, dans les commentaires juste en dessous, dites-moi ce que vous avez pensé de cet A7S III. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!